Bonjour à tous. Aujourd'hui, on teste Assassin's Creed Shadow et son immersion dans les pays du soleil levant. Installez-vous confortablement, je vous en parle maintenant. Après une centaine d'heures de jeu et l'avoir poncé jusqu'à l'obtention du platine sur PlayStation 5, je peux enfin vous proposer mes critiques sur ce jeu sujet à polémique. Est-ce un jeu qui mérite qu'on s'y intéresse ? Ou au contraire, est-ce la déception annoncée ? On ne présente plus Assassin's Creed, ce jeu d'action-aventure dont Ubisoft use et très souvent abuse de la licence. Après l'Égypte ancienne, la Grèce antique et les contrées hostiles vikings, je ne cite ici que les jeux ayant pris le virage RPG par rapport aux opus précédents. L'éditeur français a choisi de nous plonger cette fois-ci dans le Japon féodal. Cette fois-ci, nous avons le choix d'incarner une jeune fille, prénommée Naoe, ou un esclave portugais noir, Yasuke. Le choix étant soit imposé par le scénario, soit laissé à la main du joueur. L'histoire prend naissance en 1579, date à laquelle Oda Nobunaga, shogun en place, décide d'éradiquer le village de Naoe, car son peuple refuse de se soumettre. Lors de cette invasion, Naoe va entre autres recevoir la lame secrète, et son père va se faire assassiner sous ses yeux, par un groupe de 11 personnes masquées. L'histoire de Naoe est somme toute très simple. C'est une histoire de vengeance, tout simplement. Elle veut venger la mort de son père. En termes d'originalité de scénario, je pense qu'on a vu quand même un peu mieux. De l'autre côté, nous incarnerons Diogo, qui arrive au Japon en accompagnant des jésuites portugais et qui attire l'attention du seigneur Nobunaga, qui décidera d'en faire son samouraï, une espèce de garde du corps. Il se renommera alors Yasuke à l'issue de sa formation, et deviendra l'un des plus grands samouraïs durant cette période. Cela fait référence bien sûr à une histoire vraie. Bien évidemment, les histoires de ces deux protagonistes vont se télescoper, ce qui explique, plus ou moins bien d'ailleurs, le fait de jouer l'un ou l'autre à tour de rôle. En termes de proposition d'environnement, le Japon, que je ne connais pas à titre personnel, est totalement envoûtant. Sa nature sauvage, ses forêts, ses vastes plaines, ses petits villages pittoresques, tout ceci est vraiment charmant. Avec une mention spéciale accordée au changement des saisons, apportant un regard différent sur des lieux déjà traversés, mais empreints de neige, de feuilles qui tombent, d'ambiance chaude, automnale, bref, un vrai régal. Pour vous dire, le vent est tellement si bien représenté que nous pouvons presque le sentir dans le creux de notre cou. La nature qui reprend ses droits au gré du changement des saisons, jusqu'au lever de soleil qui sont tout bonnement splendides. Il m'est arrivé assez souvent de m'arrêter de jouer et de regarder un lever ou un coucher de soleil en m'imaginant que j'étais là, au bord de la mer, en haut de la falaise, et que c'était moi qui regardais se lever ou se coucher de soleil. Et si, à tout cela, vous ajoutez les bruits environnants, des branches qui craquent, des animaux qui peuplent abondamment le titre, tout ceci est tout simplement envoûtant. En revanche, concernant l'exploration à proprement parler, je pense qu'il va y avoir des déçus. Il est absolument nécessaire de souligner l'absence notable de mystère et de choses un peu cachées. Tout est dirigé, dirigiste, pas de rebondissement. La narration et l'histoire n'exploitent, à mon sens, absolument pas l'immensité et la diversité proposées par les développeurs. Même si les tombeaux font leur grand retour, il faut les appeler les kofun, les investigations liées à l'environnement naturel font bien défaut. Certes, il y a bien un ou deux secrets distillés ça et là au gré de l'immense carte proposée. Mais nous sommes bien loin des références de jeux auxquels je pense. Je pense à Zelda Breath of the Wild, qui a révolutionné l'open world ces 10 dernières années, ou bien encore Elden Ring, qui, pour le coup, a su réinventer le level design et l'exploration. Comme je viens de vous l'exposer, l'exploration est tout de même au rendez-vous. Certes, un peu basique et scolaire, mais elle est présente. Elle aurait été impossible sans une réalisation de qualité. Et la gestion des saisons contribue fortement à notre immersion. La densité des forêts est impressionnante, tellement qu'elle nous empêche de couper à travers
les dites forêts, pour allier un point important de la mission. La végétation est luxuriante, les villes sont extrêmement vivantes et peuplées, et tout ceci sans popping ni aliasing particulier. Et la gestion des éclairages est tout bonnement exceptionnelle. A contrario, la gestion des mimiques des personnages, ainsi que les visages, date pour moi d'un autre temps. Les synchronisations labiales sont à revoir. Les expressions de visage sont très nettement en dessous de la moyenne actuelle, et peuvent même parfois sembler figées, à des kilomètres d'un Red Dead Redemption 2, qui a pourtant 7 ans. Autre petit détail, lorsque vous allumez ou éteignez les bougies dans les Kofun, ou maisons diverses, on a l'impression que Naoe ou Yasuke font de la magie, tellement ils ne touchent pas l'objet avec lequel ils interagissent. Et enfin, pour parler technique pure, parlons des bugs. En 96 heures de jeu, j'ai eu 10 crashs majeurs en clan en train de jouer. J'ai rencontré pas mal de problèmes d'affichage, de texture. Je crois que la dernière mise à jour, qui est sortie là il y a quelques jours, a réglé ce problème. Et que dire des enchevêtrements d'armes dans les capes des personnages. Bref, comme je vous l'ai dit, rien de vraiment bloquant. Mais pour un jeu qui a subi 2 reports, on pouvait quand même espérer que les développeurs apportent une attention toute particulière à la résolution de ces petits désagréments. Force est de constater que c'est pas le cas. Bon, allez, entrons dans le vif du sujet. Qu'en est-il du gameplay ? 2 protagonistes, 2 façons de jouer bien distinctes, y a-t-il du fun dans tout cela ? Yasuke, c'est une force de la nature. Entraîné pour devenir l'un des meilleurs samouraïs du Japon, il met en avant sa force brute. Avec tout de même la possibilité d'attaquer à distance, via un arc ou son fusil. Mais même si rentrer dans des châteaux en défonçant les portes en courant peut être plaisant les premières fois, au bout du 32e château, le plaisir il est un peu futile. A contrario, quel plaisir d'incarner Naoe. Elle représente la substantifique moelle de ce que peut être un Assassin's Creed. C'est elle qui m'a procuré le plus de plaisir. D'ailleurs, les développeurs ne se sont pas trompés. Et durant les 10-15 premières heures de jeu, il n'est pas possible du tout de jouer avec Yasuke. Et c'est totalement légitime. Rappelons qu'un shinobi est un ninja mercenaire. Donc, clairement, un assassin. Elle est d'ailleurs la seule à pouvoir utiliser la lame d'assassin, emblématique de la série. Côté RPG, rien de révolutionnaire. Il est toujours nécessaire, via des quêtes principales ou secondaires, d'aller assassiner tel ou tel malandrin. D'ailleurs, le tableau des cibles potentielles est interminable. À mon sens, il est trop fourni. Regardez, c'est juste dingue. Dans la plupart des cas, il sera question d'attaquer un château, dans lequel, en plus de la cible principale ou des cibles principales à abattre, il faudra tuer des daisho, qui, une fois morts, donneront la possibilité de piller le trésor du château pour obtenir du loot de qualité. Bon, ce système, allié au système de récompense des quêtes principales, sera l'unique moyen d'obtenir de l'équipement. Équipement que vous pourrez faire monter de niveau à la forge présente dans votre repère. Je parlerai pas beaucoup du repère, c'est une zone toute particulière, avec un temps de chargement à l'entrée et à la sortie du repère. En termes de déroulé de jeu, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que certes vous avez la trame principale qui vous fera faire des missions spécifiques avec Yasuke ou Naoe, sinon vous êtes assez libre en fait. Vous avez tout de même la possibilité d'effectuer l'ensemble des quêtes de façon personnalisée. Et malgré ce que j'ai pu entendre sur d'autres tests, j'ai pas rencontré de mur de niveau et n'ai pas du tout eu besoin de farmer. Après, je suis adepte de faire systématiquement et en priorité les quêtes secondaires, justement pour pas me heurter à ce mur de niveau. Mais je trouve que cet Assassin's Creed est plutôt bien équilibré à ce niveau-là. En termes de progression, chacun dispose de son propre arbre de compétences, qu'il faudra améliorer, évidemment, en allant piller, comme je viens de le dire, tel ou tel château, ou en allant méditer pour Naoe, apprendre des nouveaux katas pour Yasuke, ou bien encore trouver des pages de manuscrits dans certains lieux visités. Il est possible de passer d'un personnage à l'autre à tout moment. Hormis bien évidemment durant les phases de combat qui sont spécifiquement dédiées à Yasuke ou Naoe, mais comme évoqué précédemment, il est beaucoup plus appréciable de parcourir le monde avec Naoe qu'avec Yasuke. Et à mon sens, Naoe reste le seul personnage central de cet Assassin's Creed. D'ailleurs, dans le titre Assassin's Creed Shadow,
c'est clairement pour Naoe, qui gagne en discrétion durant les phases d'ombre, durant les phases de nuit, qui est la seule à pouvoir utiliser des fumigènes, qui est la seule à pouvoir utiliser le grappin, qui est la seule, une fois de plus, à pouvoir utiliser la lame secrète. C'est clairement plus agréable de jouer Naoe plutôt que Yasuke dans ce grand open world. Et même si d'habitude j'aime jouer des tanks bien bourrins, là j'ai dû jouer 70-30, donc 70% Naoe et 30% Yasuke. Juste parce que jouer Naoe, c'est tellement plus fun. Le décalage entre les personnages est tellement important et mis en avant que les développeurs ont poussé le crime au niveau du saut de la foi. Emblématique dans Assassin's Creed, bien Yasuke, c'est pas le faire. Bah, il saute comme ça, c'est assez drôle. Allez, on termine avec les combats. Ils sont assez nerveux et péchus, et les têtes vont tomber, littéralement. Le sang va gicler. Ça, de l'hémoglobine, il va y en avoir des litres. Je sais pas si les développeurs sont adeptes de films de série Z, avec plein de sang qui gicle partout, mais là, ils en ont quand même mis beaucoup. Hein. Il y a à peu près un finish de combo par arme, avec la possibilité d'effectuer des parades et des esquives parfaites, qui nous donnent une fenêtre pour frapper avec des bonus particuliers. Bref, des mécaniques de jeu ultra standards, depuis qu'Ubisoft a basculé dans l'ère 2 d'Assassin's Creed. Depuis Origins, Odyssey, et enfin Valhalla. Je finirai cette partie gameplay par la gestion de l'intelligence artificielle. Bien sûr, elle variera en fonction du niveau de difficulté que vous choisirez. Mais personnellement, j'étais en mode normal, et la plupart du temps, le fait de siffler pour attirer un personnage, bah même quand ils sont plusieurs autour d'un feu par exemple, il y en a qu'un qui va venir. Et en fait, vous allez pouvoir les assassiner à la chaîne. Ça éveillera aucunement une suspicion particulière pour les autres. Puis autre détail, combien de fois je suis tombé sur un ennemi qui, au lieu de regarder la cour intérieure d'un château ou éventuellement le chemin par lequel quelqu'un pourrait arriver, bah il était tout bonnement tourné vers le mur. L'IA, il est pas foufou. En conclusion, et je vous l'annonce, elle sera longue, que retient-on de cet Assassin's Creed ? On retiendra principalement que le lore est complètement sous-exploité. On retient que Ubisoft était très désireux de rendre une copie propre. Au final, elle l'est un peu trop propre. Le rendu définitif est très scolaire, je l'ai dit en préambule de cette vidéo. Le cahier des charges, il est allègrement rempli, mais avec ce sentiment de « peut mieux faire ». Pourquoi, par exemple, faire ce choix d'intégrer 2 protagonistes plutôt que de se focaliser sur un seul ? Pourquoi proposer un monde si vaste et détaillé avec comme impossibilité de l'utiliser de façon pertinente ? Pourquoi avoir pris la décision de ne pas intégrer le présent et de ne pas mentionner l'animus ? On le voit jamais, il n'y a pas de partie présente. Pourquoi avoir choisi de ne pas faire avancer l'histoire et la timeline des assassins et des Templiers de façon plus affirmée ? On en entend parler quasiment que pendant le dernier quart d'heure de jeu. Je vous rappelle, j'ai 100 heures de jeu. Ah, c'est un truc dingue. Vous l'aurez compris, même si ce titre m'a procuré beaucoup de plaisir, je n'en reste pas moins frustré. Ubisoft avait ici la possibilité, avec ce nouvel épisode, de faire quelque chose de majeur. Mais le jeu restera dans ma mémoire comme un volet 4 de cette nouvelle ère. Pour moi, depuis le début de l'ère 2 d'Assassin's Creed, chaque opus propose simplement un nouveau skin, sans apporter aucune nouveauté, ni dans la narration, ni dans les scénarios, ni dans le gameplay. Nous jouions dans un environnement égyptien avec Origins, on a évolué dans un environnement grec avec Odyssey, le dernier opus nous a fait profiter des terres vikings, mais dans cet Assassin's Creed Shadow, on a un skin Japon, et le fond ne change pas, et ne fait absolument pas avancer la trame scénaristique, ni des Templiers, ni des assassins. Et malgré les environnements magnifiques proposés, je reste une fois de plus, je vous le répète, sur ma faim. Certes, le Japon présenté fait rêver. Naoe est ultra plaisante à jouer, mais ça ne révolutionne pas le game. À titre d'exemple, un Ghost of Tsushima m'avait bien plus bluffé. Et la réalisation d'un Red Dead Redemption 2 est à 1000 lieues de ce qui est proposé ici dans Assassin's Creed Shadow. Alors, à cette question, est-ce que Assassin's Creed Shadow est un must-have dans votre ludothèque ? Je vous le dis clairement, non. En revanche, si vous aimez la série depuis l'intégration RPG dans les 3 derniers épisodes, alors vous serez dans votre zone de confort. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. Le Japon féodal que nous propose Assassin's Creed Shadow est enchanteur, mais ne vous attendez pas à une révolution, loin de là. Merci à vous d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, comme d'habitude. En attendant, bonjour chez vous,
et à très bientôt sur ma chaîne.